Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce 6e numéro, nous allons, comme à notre habitude, prendre la direction des airs, mais grâce aujourd'hui aux mobilités douces. Et oui, le transport routier n'est pas le seul à faire sa révolution verte. L'aviation aussi innove pour se transformer, se décarboner et s'installer en ville. Alors comment se traduit ce nouveau virage ? Quelles évolutions l'aviation connaît-elle ? À quoi ressemblera la mobilité urbaine par les airs de demain ? Hybride ou tout électrique ? À quoi ressembleront ces nouveaux aéronefs ? Et pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui que je vais laisser David, qui est avec eux, vous présenter. Bonjour David. Merci beaucoup Johanna. Effectivement, nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités du jour. Hervé Blanc, directeur général de la division Power de Safran Electrical Power à l'heure actuelle où l'on enregistre ce podcast, et Bruno Bélanger, directeur des programmes de Safran Helicopter Engines. Écoutez, je crois qu'on est prêt à la découverte des nouvelles mobilités aériennes. Décollage immédiat. Deux invités sont avec nous donc aujourd'hui. Bonjour Hervé Blanc. Bonjour. Hervé, à l'heure actuelle où nous enregistrons ce podcast, vous êtes directeur général de la division Power de Safran Electrical and Power. C'est bien ça ? Oui, absolument, c'est ça. Et ça va évoluer donc. Et bonjour Bruno Bélanger. Vous êtes, quant à vous, actuellement directeur des programmes de Safran Helicopter Engines. Actuellement, c'est ça. Voilà, vous l'avez compris, tout ça va évoluer. C'est encore pendant quelques jours, quelques semaines, puisque Bruno, vous allez remplacer Hervé à la tête de la division Power chez Safran Electrical and Power. Racontez-nous ce qui va se passer. Je vais basculer de l'autre côté de la barrière. Ouais. Donc, juste quelques commentaires. Le premier, ce sera ma 4e société du groupe. Donc après l'avionique, les moteurs d'avion, les moteurs d'hélicoptère, l'électronique de puissance et les moteurs électriques. Tout ça pour souligner à quel point le groupe offre la possibilité de faire des carrières riches et variées. Et donc s'il y a de jeunes ingénieurs qui nous écoutent, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en Une mobilité avant. interne très forte. Et après, oui, je connais Hervé depuis de longues années. Je suis très fier de le remplacer à la tête de la division. Il a fait un job admirable pour créer cette division de toutes pièces. C'est un périmètre challenging au cœur de la stratégie du groupe et donc je suis très fier de prendre la suite. Et Hervé, du coup, un nouveau terrain de jeu pour vous ? Ben oui, après 9 ans à la tête de la division Power, très nombreuses activités, de l'intégration de plusieurs sociétés, création de complètes nouvelles lignes de produits. Il était temps pour moi, temps pour les équipes, temps pour la division de faire autre chose. Il m'a déjà remplacé quand on était chez Sagem, Safran Electronics and Defense aujourd'hui. J'ai toute confiance, on se connaît extrêmement bien et la transition va être extrêmement efficace. Un changement dans la continuité donc. Merci à tous les deux pour ces précisions. Nous allons maintenant évoquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui des nouvelles mobilités aériennes. Alors, histoire de planter le décor, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemblera le ciel de demain ? Quelles seront ces nouvelles façons de voler ? Et est-ce qu'on va voir des taxis volants au-dessus de Paris pour les JO 2024 ? Ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi Hervé. Écoutez, avant de vous répondre sur les taxis volants, ce qui est sûr, c'est qu'on verra des choses différentes de ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout à fait clair. Vous avez compris que l'aéronautique a un enjeu majeur qui est la décarbonation. Pour moi, c'est une question de survie de l'aéronautique et de son développement futur. Ça fait des années qu'on travaille sur la décarbonation et les solutions arrivent à maturité aujourd'hui et arrivent sur le marché. Donc, le changement va être perceptible par tout un passager chacun, comme vous, le grand public. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors, ça va être progressif quand même. Parce que l'aviation, contrairement à l'automobile, par exemple, a un problème très simple qui est le poids. Donc là, on a des enjeux de poids qui font que les solutions tout électriques, et en particulier la batterie, pèsent encore assez lourd. On va commencer par des petits avions, typiquement des 2 places, des 4 places, donc des trainers, des avions d'entraînement, des avions taxi aussi. De loisirs, des choses comme ça. Voilà, exactement. Aujourd'hui, autour des aérodromes, les gens ne veulent plus de pollution. Ni de pollution de bruit, ni de pollution émissions aériennes, de gaz. Donc l'électrique existe, l'électrique est capable de faire des avions de 4 pax. Donc là, première chose qu'on verra. En plus, c'est facile à certifier, puisque ça vole un avion. Oui. C'est le gros avantage. Oui, effectivement. Le problème du taxi au volant que vous mentionniez, c'est que s'il y a un problème quelconque, il tombe. Ça tombe dans la rue, voilà, effectivement. Exactement. Je vous renvoie sur le premier épisode de Radar qu'on avait enregistré, qui traite de ce sujet de décarbonation et qui est passionnant. Bruno, on a la réponse ou pas ? On aura des hélicoptères, des petits avions au-dessus de Paris pour les JO 2024, malgré les risques dont on a évoqué ? Oui, alors au-delà des enjeux de décarbonation dont on vient de discuter, il y a tout un tas de nouvelles
belles applications qui verront le jour dans le futur. Pourquoi ? Parce que le public a des attentes. Moi j'en ai, moi je voulais voir ces taxis volants. Voilà, je pense que passer 2 heures, je suis arrivé tout à l'heure sur Paris, j'ai pris le périphérique, ça faisait bien longtemps, j'ai passé presque 1h30 pour faire Orly-Paris. Donc oui, il y a des attentes, d'une part sur le transport intra-urbain, mais aussi pour de l'interurbain, c'est-à-dire rallier une ville de moyenne taille à une autre ville de moyenne taille, sans passer par un gros hub, par un gros aéroport. Et puis là d'ailleurs, le besoin du public rejoint le besoin de décarbonation, parce que ça évite des trajets non optimisés. Et puis le troisième point, on achète tout sur Internet, etc. Donc le transport des biens, des matériels augmente aussi de manière significative. Donc à la croisée de tout ça, il va y avoir de nouveaux usages. Ces nouveaux usages, ils vont devoir être cohérents des enjeux de décarbonation, on devra être très propre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les besoins de la société, finalement, arrivent de manière synchrone avec la capacité de la technologie. Donc Time to market. On est dans un moment qui est passionnant parce que quand les deux se rencontrent, ça peut donner de belles histoires. Bon, j'ai pas ma réponse sur les JO, mais je vais y revenir en fin d'émission. D'accord. Sinon, on peut répondre Allez, à la question. Répond. Allez, on répond quand même parce que moi, je frétille, je veux savoir. Donc la réponse est oui, vous en aurez. Pas pour tout le monde. Pour les athlètes. Ouais, pour quelques athlètes, on sera plutôt dans un domaine de démonstration d'un point à un autre, avec des circuits parfaitement définis, verrouillés et sûrs. Bon, donc on sera plus du domaine de la démonstration que du domaine d'un usage commercial. Parmi tous ces usages, est-ce qu'on sait déjà ceux qui seront tout électriques ou hybrides, Hervé ? Les premiers tout électriques seront les plus petits avions. Maintenant, il ne faut pas négliger l'importance de l'hybridation. L'hybridation est vraiment fondamentale. Donc, on travaille sur des solutions électriques pour des petits avions, mais aussi sur de l'hybridation. Je vais vous citer 2 exemples. Sur le régional, on imagine aujourd'hui que de mettre un moteur électrique à côté du moteur thermique, fondamentalement, pour aider le moteur thermique, l'accompagner dans les phases critiques, ça devrait nous permettre de gagner environ 40 à 50% de consommation de kérosène. D'accord. Donc, c'est évidemment très important. Oui, c'est colossal. Autre élément fondamental, le programme RISE qu'on développe avec nos collègues de Safran Aircraft Engine et GE sur l'hybridation du moteur thermique, du futur CFM, tout simplement. On va incorporer dans le moteur thermique des moteurs électriques. D'accord. Et ça va permettre d'optimiser le moteur thermique et de réduire la consommation à l'horizon à peu près de l'ordre de grandeur de 30%. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Bruno, les différents concepts d'hybridation pour qu'on comprenne bien ceux qui sont développés aujourd'hui chez Safran ? En fait, il y a 3 modes d'hybridation tout simples. Il y a ce qu'on appelle l'éco-mode. Grosso modo, pour faire très simple, c'est exactement ce que vous avez sur votre voiture. Quand vous arrêtez au feu rouge, votre moteur s'arrête automatiquement. Et puis quand vous avez besoin de redémarrer, ça se fait aussi de manière très fluide. Sur les hélicoptères bimoteurs en phase de croisière, on va avoir la capacité de mettre un des 2 moteurs en sommeil et de le redémarrer grâce à l'apport de l'énergie électrique avec un moteur qui est à la fois suffisamment puissant mais surtout extrêmement fiable pour pouvoir redémarrer dans un laps de temps très court lorsque le pilote a besoin de puissance. Parce que vous imaginez bien que s'il a besoin de puissance et qu'il n'en a pas, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, Hervé l'a cité, c'est ce qu'on appelle le boost électrique. Donc la capacité de disposer d'un apport de puissance électrique sur une période de temps donnée. Ça peut être sur une turbine, ça peut être sur un rotor, ça peut être aussi sur un propulseur à hélice sur le monde des voilures fixes. Et puis le troisième, vous le connaissez, c'est les applications multirotors, donc ce qu'on appelle les VTOL, les appareils à décollage vertical, ou les STOL, les appareils à décollage horizontal mais sur une courte distance. Là, on a la combinaison d'une batterie, d'un turbogénérateur qui alimente un réseau de moteurs électriques. Donc c'est ça les trois grands modes d'hybridation dont on dispose à la maison. Avec une collaboration, du coup, d'après ce que je comprends, entre Safran Electrical & Power et Safran Helicopter Engines, comment ça fonctionne ce travail à 2 voies ? Écoutez, ça fonctionne très bien. Une solution hybride, on a la capacité en sein du groupe à développer la solution complète à partir des produits électriques que Safran Electrical & Power développe. Donc on développe des moteurs électriques qu'on appelle Ingenius. Toute référence à un vocabulaire anglais est évidemment totalement fortuite. On développe ensuite des générateurs qu'on vient assembler sur une turbine de Safran Helicopter Engine. La turbine fait tourner le générateur et le générateur produit de l'électricité, tout simplement. D'accord. On développe aussi des batteries, donc Genius Pack. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un réseau électrique à très forte tension, 800 volts à peu près, qui a des enjeux de sécurité aérienne, de sécurité des personnels extrêmement fortes. Donc, on a aussi toute une gamme de gestion de cette énergie qu'on appelle Genius Grid, comment gérer le système complet. Donc, voilà les types de produits qu'on développe. Sinon, sur la façon de travailler ensemble, on travaille en plateau. On a des plateaux où nos équipes sont communes, Helicopter Engine, Electrical & Power, ou Aircraft Engine, je parlais de CFM tout à l'heure. Voilà, exactement. Hervé, comment vous travaillez aujourd'hui pour relever ce défi de l'aviation du futur ? Quand est-ce qu'on pourra utiliser ce genre d'avion ou d'hélicoptère dans notre vie quotidienne ? Alors, 3 grands piliers, je dirais, pour répondre à votre question.
Le premier, l'innovation. Je vous parlais tout à l'heure des enjeux masse et des enjeux spécifiques à l'intégration électrique sur un avion. Donc, il faut beaucoup d'innovation. Il faut des produits extrêmement légers, extrêmement safe, donc sûrs. Donc, premier critère, innovation. Deuxième élément absolument fondamental, la certification. C'est une barrière énorme pour l'aviation. Si vous prenez un moteur industriel et que vous essayez de le mettre sur un avion, il ne marchera pas. Tout simplement pour une raison simple, si votre moteur tombe en panne ou se met à brûler quand vous êtes dans l'industrie ou une automobile, vous arrêtez le système, vous sortez, vous éloignez. Un avion, c'est un peu plus compliqué, vous l'imaginez. J'imagine bien. Donc les contraintes de certification sont toutes particulières. Puis enfin, le troisième élément, tout ça doit quand même se faire avec des volumes importants de production, un niveau de qualité fondamentalement plus élevé et aussi des coûts très maîtrisés. Donc la dernière composante, c'est l'industrialisation ou les systèmes de production. Et j'imagine que vous travaillez avec des nouveaux acteurs dans le cadre de partenariats pour créer ces nouveaux produits. Alors déjà, on travaille avec les acteurs de l'industrie aéronautique que vous connaissez, les gros acteurs. Et puis effectivement, on travaille avec toute une galaxie de start-up. C'est l'effet Tesla. Il y a tout un tas de petites structures qui vont chercher de l'argent, qui montent des capacités extrêmement agiles pour aller se positionner sur ces nouveaux marchés en tirant parti de la rupture technologique qui, quelque part, rabat un tout petit peu le jeu. Il faut aussi que nous, on soit tout aussi agile, en déséquilibre, très rapide. Donc ça impose des méthodes de travail différentes, des plateaux agiles sur les phases amont, des plateaux intégrés avec nos clients. Mais en fait, il ne faut pas du tout opposer les deux mondes. C'est complètement complémentaire et il faut tirer le parti des deux. Donc garder la flexibilité, l'agilité de ces nouveaux acteurs et puis en même temps garder ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire la capacité à certifier des objets aussi complexes que ceux dont on parle, parce que la safety sera le key driver numéro 1. Alors, quelles sont les prochaines étapes dans tous ces projets, Bruno? Alors, les prochaines étapes, c'est voler et certifier. Okay. Voler et certifier, voler et certifier. Donc, il faut qu'on démontre la technologie et derrière, il va falloir qu'on la certifie. Côté Electrical & Power, on est en plein dans la certification de notre premier moteur électrique. Donc voilà, c'est là, on va vraiment devenir le motoriste dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'Enginus 100 qui va voler avant la fin de l'année et qui sera certifié au milieu de l'année prochaine. Fondamental de le certifier parce que ça nous permet de définir avec les agences de certification européennes et américaines le référentiel de certification. Exactement, les normes. Et celui qui définit les normes, vous imaginez bien, il a un coup d'avance. Exactement, c'est le bon moment pour le faire. Voilà, exactement. Donc même si on commence avec du 100 kW, demain on l'utilisera sur les plus fortes puissances. Et puis le deuxième étape fondamentale chez nous, c'est la mise en place du système de production dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a toutes les machines automatiques clés qui arrivent en 2022. Et on aura une ligne complète de fabrication automatique de nos produits, nouveaux produits électriques en 2023. Merci beaucoup Hervé Blanc, merci beaucoup Bruno Bélanger d'avoir été nos radars du jour. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.